l'université, on est loin de la société, où on pense pour les gens. On regarde les gens de haut comme ceci et nous on pense. C'est là l'académique. Tu penses avec les gens, tu descends dans la rue avec les gens, tu essaies de comprendre avec les gens, et tu penses avec les gens, un vrai projet social, qui pense l'éducation, avec les ulama. Je veux dire, j'ai vu des choses dans l'enseignement de la langue arabe, mais ça vous pousse à vous éloigner de la langue arabe, de la façon dont on enseigne la langue arabe. Ça vous donne pas envie. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et même dans les pays arabes, j'ai vu des choses. Je veux dire, moi je suis retourné en Égypte avec mes enfants. Je veux dire, ma fille aujourd'hui, elle a 21 ans, elle se souvient que dans l'école en Égypte, elle s'est fait taper. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça, tu vois, l'islam, c'est ça. Haram. Il faut que tu comprennes, parce que là, ils te permettent tout ici, c'est haram. Tu vas à la mosquée, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de question. Tu vas à l'école. Subhanallah, dans nos sociétés, l'esprit critique, le prophète, la générosité, la bonté, et qui laissait les gens venir poser des questions. Mais vous imaginez aujourd'hui, vers certains ulama, faire ce qu'a fait le compagnon du prophète, il lui dit, il lui dit à Ghazwat Badr, il lui dit, ça c'est ton opinion ou c'est une révélation? Le lieu lui dit, c'est mon opinion, il dit, c'est faux, c'est pas bon. Regardez l'homme, le courage qu'il doit avoir, la confiance qu'il doit avoir en sa propre opinion, c'est-à-dire que l'autorité du prophète n'était pas discrétionnaire, elle était participative. Voilà un projet social qui soit sérieux de ce point de vue-là. Dans l'éducation, dans ce qu'on offre à nos enfants aujourd'hui, un vrai projet social, ça n'est pas... Le prophète, il se tourne vers Allah SWT, il lui dit « Allahumma nas'aluka ilman nafi'a » Pas un enseignement où tu accumules les connaissances. Nos systèmes d'éducation qui sont devenus des systèmes sélectifs. Qu'est-ce qu'on a vraiment à proposer? Non, nous on fait la même chose que les autres et on ajoute quelques éléments islamiques. Je veux dire, dans une école qui respecte nos principes, c'est une école de la solidarité, soit le premier, n'oublie jamais le dernier. Le prophète il voulait l'excellence dans toute chose, mais toujours la solidarité. Quand quelqu'un fait quelque chose, il aime qu'on maîtrise ce que l'on fait, mais toujours dans la solidarité. Un projet social qui développe des éléments d'éducation participative sur le savoir utile, le savoir solidaire et la solidarité, la justice sociale. Mais réellement la justice sociale. On a un vrai problème, nous les musulmans, avec le racisme. C'est pas facile d'être un musulman noir parmi les Arabes. C'est pas facile d'être un musulman pakistanais avec les Arabes. C'est pas facile d'être un musulman pakistanais en Arabie Saoudite. C'est pas facile d'être ici un musulman malien. J'ai vu des Maliens ici, je les ai rencontrés, que j'ai rencontrés en Afrique, ils nous ont dit, on a toujours l'impression d'être des musulmans de deuxième zone. Parce qu'on a un vrai problème de racisme. L'islam n'est pas raciste, mais certains musulmans le sont. Donc une vraie éducation sur un projet d'égalité. L'islam est un et il ne fait pas de différence entre les cultures. L'arabe, c'est la langue du Coran et de l'islam, du Coran, mais les cultures arabes ne sont pas les cultures de l'islam. L'islam est au-delà de ces cultures-là. Nous avons un vrai projet, donc qui va parler du psychologique, qui va parler du social et de la solidarité. Mais vous comprenez, pas en étant obsédé par les formes islamiques. On commence par le houdoud, le premier qui vole, on va l'emprisonner, peut-être qu'on lui coupe la main. Mais ça, c'est shakliyat, ça c'est rien, c'est pas de l'islam ça. C'est que de les formes, l'essence n'est pas là. Avant de punir le voleur, il faut lui donner les moyens de ne pas être un voleur. Voilà le vrai projet social. Mais là, il ne faut pas attendre des ulama et des professeurs. C'est notre travail, nous, c'est ça un projet. C'est comment localement on travaille. Vraiment localement, quand j'entends par exemple votre association entre l'université et une association sociale, les problèmes de solidarité que vous avez, masha'Allah, voilà un vrai travail complémentaire. On a une vision, l'université pour le savoir, le social pour la dynamique de transformation. C'est ça qu'on veut. Ça doit être partout comme ça. Des vraies forces de proposition sur le plan social. Et ça veut dire la justice aussi, ça veut dire l'emploi, ça veut dire les femmes. Ça veut dire les femmes, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, quand le prophète, il dit aux musulmans, allez vers cette jeune rouquine chercher la science, elle était la première des fuqaha. C'était vers elle qu'on allait, et qu'on voit l'état dans lequel on traite nos sœurs. Ne me dites pas que ça vient de l'Occident. L'Occident, il utilise ça, oui, contre nous, mais nous sommes les premiers à l'utiliser contre nous. Les sociétés musulmanes,
C'est des statistiques, ça. C'est là où les femmes sont le moins éduquées, le moins accès à l'éducation. C'est dans les pays d'Afrique du Nord. C'est pas normal. C'est pas islamique, tout simplement. Alors on veut un projet social, on commence par l'éducation des femmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme éduquée est un facteur de transformation 3 fois plus opérant qu'un homme. 3 fois plus. Ça, c'est des statistiques. Je veux dire, on nous amène dans les problèmes de développement. Moi, j'ai travaillé dans le développement pendant 15 ans, quand on allait voir dans l'agriculture, dans les transformations sociales, dans la gestion des familles, et même le planning familial naturellement géré, des femmes éduquées apportent beaucoup plus au processus. Allez demander à tous les spécialistes. Il n'y aurait pas une exception islamique. Il n'y a pas d'exception islamique, ça c'est des réalités où on a besoin, alors on en parlera tout à l'heure dans la conférence sur les sciences sociales, parce que là aussi on a besoin d'un vrai réveil de ceux qui travaillent des sciences sociales et qui viennent sur ces éléments-là. Alors, pour terminer, mais voyez ce que je veux dire, vous comprenez là le domaine social dans lequel on doit travailler et qui doit être vraiment participatif. Et je termine, parce qu'il y a une dimension politique. Mais vous avez bien compris, tout ici est connecté entre les références islamiques profondes, la compréhension des concepts, le rapport des uns et des autres, et on en arrive maintenant au terrain. Parce que tout ce que je suis en train de dire à la fin, il ne vient pas de n'importe quoi, ce n'est pas un travail, c'est un discours qui est basé sur une compréhension des sources. Alors je comprends qu'avec un certain nombre des ulama avec lesquels j'ai pu discuter, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on n'est pas d'accord, c'est sur la base. Je veux dire, je ne suis pas d'accord aujourd'hui quand je vois ce qui s'enseigne dans les colliyat. Nous, on est en train, à Oxford, maintenant, on est en train d'essayer de constituer un pôle aussi lié à la production d'un savoir qui soit un tout petit peu en phase avec l'époque, mais fondamentalement ancré dans la tradition musulmane. Mais le vrai problème qu'on a avec certains, c'est que la façon dont ils conçoivent le ilm, la façon dont ils enseignent l'ulum l'islamien, mais on va jamais réussir à résoudre nos problèmes. C'est apprends tout par cœur. Tu es un livre ambulant, mais tu n'as pas la compréhension. Tu sais le halal, le haram, tu sais le madahib al-arba'a, tu sais. Puis après, comment on fait pour gérer les choses? Et surtout une chose, c'est un monde isolé. Il n'a pas de rapport avec les sciences sociales, il n'a pas de rapport avec les sciences politiques, il n'a pas de rapport avec les sciences économiques. Et les gens, ils vont venir, ils vont nous donner des fatwas en économie. Tu as assis un alem qui a fait 15 ans en sciences islamiques. 15 ans, il a pu faire 15 ans. Et tu dis, attendez, on a juste un petit problème d'économétrie à vous poser. Mais il ne va rien comprendre. Il ne peut pas comprendre. Ça demande là aussi 15 ans de spécialisation. Il faut cumuler les compétences, mais il ne faut pas attendre des savants du livre qui nous donnent le fin mot des réalités sociales. Vraiment, pour terminer sur la question politique, parce que je voulais en dire un mot, parce que là aussi on a un vrai problème sur notre compréhension de la charia. La première des choses par laquelle il faut commencer, c'est justement de faire la différence entre les principes qu'il faut respecter et les modèles. Et quand on a différencié les principes et les modèles, le modèle de Médine est un modèle historique. Ce qu'il faut extraire de Médine, c'est les principes, pas le modèle. Le modèle n'est pas exportable historiquement, mais les principes sont universels. Alors par exemple, le principe de l'état de droit, qui fait qu'il y a un droit pour tout le monde, c'était là. Il y avait déjà ceci, et ça s'est constitué ensuite. Ça s'est constitué selon la tradition musulmane. La dimension aussi de l'égalité devant la loi, il faut qu'on continue à réfléchir. Est-ce que dans un projet de société musulmane qui respecterait les principes, on doit parler de Ahl Dhimma? Quand vous avez Fahmi Houedi qui interpelle, qui a une réponse positive de la part de Youssouf al-Qardawi dans leur débat contemporain sur Dhimmi Muatinoun ou Dhimmiyoun. Il a écrit un article qui dit on est des citoyens, on n'est pas de Ahl Dhimma, c'est-à-dire il faut maintenant le Moussawa devant. C'est une vraie question, parce que c'est une ancienne terminologie, et comment est-ce qu'on l'adapte aujourd'hui? L'état de droit, le suffrage universel, le fait des élections, comment est-ce qu'on fait? C'est fini l'époque du prophète as-salam où on peut avoir quelques compagnons, maintenant les systèmes sont complexes, les sociétés sont complexes. Comment est-ce qu'on organise les élections? Le mandat, quand Abu Bakr radiallahu anhu lui-même, il vient et qu'il est élu, et il dit si je suis dans le droit chemin, vous me soutenez, mais si je suis dans l'erreur, vous rectifiez. C'est quoi? C'est un mandat, il est en train de leur dire je suis soumis à l'ordre éthique qui est le nôtre. Si je suis dans l'ordre éthique, vous me suivez, si je n'y suis pas, parce qu'il respecte quoi le hadith du prophète la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. On ne respecte pas, on ne suit pas quelqu'un qui désobéit au principe de l'éthique. Ces éléments-là, ce qu'il faut que nous réussissions à faire, c'est effectivement un projet qui parte du terreau de la société, un projet politique,
Mais nous n'avons pas de modèle. Même par exemple ici dans la société marocaine, la réforme de la société, il n'y a pas un modèle comme ceci qui s'appelle un État structuré. On arrive et puis on le pose. Tous ceux qui vous disent ceci, ce sont des simplistes. Ils sont sincères parfois, mais politiquement naïfs. Vous savez, les musulmans les plus dangereux aujourd'hui, politiquement, les plus dangereux dans l'ordre de l'organisation politique, ce sont les musulmans les plus sincères religieusement et les plus naïfs politiquement. Vous avez des gens, ils sont très sincères, mais ils sont complètement... Ils ne comprennent rien au jeu politique. Alors on les utilise. Ils ne comprennent rien. C'est Saleh, Mokhles, alhamdulillah, mais on ne fait pas de la politique avec l'ikhlas seulement. On le fait avec l'intelligence. Il faut ajouter, vous voyez, il y a des gens vraiment... Par exemple, vous savez, quand moi je suis allé au Pakistan, j'ai rencontré certains des talibans, mais il y en a certains, subhanallah, mais ils sont d'une sincérité. Mais ça leur paraissait évident qu'il ne faut pas s'asseoir à une table. Le prophète, il s'asseyait par terre. Donc le ministère par terre. C'est comme ça. C'est bid'a. Et vous, vous êtes là, vous regardez ça, vous dites subhanallah.